Bienvenue dans ce tout premier module de notre formation sur le métier d'acheteur. Je suis ravi de vous accompagner dans cette découverte. Dans cette partie, nous allons plonger au cœur de la fonction achat. Nous verrons comment le rôle d'acheteur a évolué au fil du temps et pourquoi il est devenu si stratégique pour les entreprises. Quelle que soit votre organisation future, vous verrez que la fonction achat influence la compétitivité et l'innovation. Passons maintenant à l'historique de la fonction achat. Vous allez découvrir que ce métier s'est construit sur près de 80 ans, en passant par différentes phases assez fascinantes. La fonction achat, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est le fruit de près de 80 ans d'histoire. Saviez-vous qu'au départ, on ne parlait pas vraiment d'acheteur, mais plutôt d'approvisionneur? Les premiers rôles dédiés à l'achat se focalisent sur l'approvisionnement en matières premières, souvent dans des contextes de pénurie. Au fil des décennies, l'acheteur a acquis un poids stratégique, notamment face aux évolutions de l'économie mondiale et aux crises successives. Découvrons maintenant concrètement comment tout a commencé. Nous sommes en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. L'industrie est en pleine reconstruction et il faut tout remettre sur pied. À cette époque, on parle surtout d'approvisionnement. L'offre étant inférieure à la demande, la priorité est de sécuriser rapidement les ressources essentielles pour relancer la production. Les entreprises cherchent à contrôler la chaîne de bout en bout, d'où cette forte intégration verticale. La mise en concurrence se fait souvent commande par commande, avec des spécifications techniques figées et la qualité est imposée aux fournisseurs. Ce n'est pas un univers où l'on discute. On impose plutôt des conditions tant que l'on parvient à trouver du stock. Sur la photo, vous voyez une chaîne de montage automobile. Imaginez l'urgence. Il faut de l'acier, des pièces mécaniques, des pneus. L'approvisionneur se débat pour tout trouver et éviter l'arrêt de la chaîne de production. En pratique, il y avait peu de place pour la négociation car la pénurie régnait. D'ailleurs, la Compagnie des acheteurs de France, la CEDAF, aujourd'hui le CNA, voit le jour en 1945 et c'est un véritable moteur de développement pour le métier d'acheteur. Avec les années 70, l'équilibre entre l'offre et la demande va changer et la fonction va commencer à basculer vers un rôle plus commercial. Voyons cela. Nous voici en 1973, en pleine crise pétrolière. Les chocs successifs vont bouleverser l'économie mondiale et faire émerger un acheteur commercial. À cette époque, l'offre et la demande commencent à s'équilibrer, ce qui intensifie la concurrence. L'acheteur doit désormais élargir son panel fournisseur, négocier des délais plus courts et se focaliser sur la qualité totale. On parle alors de performance fournisseur, un concept qui prend forme pour s'assurer que chaque partenaire répond aux exigences de l'entreprise. Cette crise pétrolière agit donc comme un révélateur. Les prix varient brutalement, il faut être capable de réagir très vite. L'acheteur a déjà un rôle plus proche d'un négociateur commercial. Comment garantir la rentabilité malgré l'augmentation du coût de l'énergie et des matières premières? Prenons un exemple. Dans l'industrie chimique, on a vu le prix des dérivés du pétrole s'envoler. Les acheteurs devaient alors jongler entre différents fournisseurs, négocier en permanence et parfois chercher de nouvelles sources d'approvisionnement à l'étranger. À partir des années 80 et 2000, la mondialisation va s'accélérer et l'acheteur prendra encore plus d'importance dans la stratégie globale de l'entreprise. Se reconvertir dans les achats, c'est difficile. Mais avec une bonne formation, tu peux y arriver en 90 jours. Alors je t'invite à regarder en description le programme de notre formation. Voyons cela. Nous voici dans les années 80, où l'économie se mondialise à grande vitesse. C'est l'époque de la libéralisation des marchés et du développement massif des échanges internationaux. Dans ce contexte, l'acheteur prend un tournant plus financier. Son rôle n'est plus seulement de sécuriser l'approvisionnement,
mais surtout de rechercher les meilleurs coûts de main-d'œuvre à travers le monde. On commence aussi à raisonner en coût global d'acquisition, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus uniquement le prix d'achat, mais l'ensemble des coûts liés au transport, aux taxes, à la logistique, etc. On observe, en parallèle, une réduction du panel de fournisseurs pour concentrer la relation sur quelques partenaires clés. Prenons l'exemple d'une entreprise de textile française, qui, dans les années 80, a décidé de délocaliser sa production en Asie pour bénéficier de coûts de main-d'œuvre plus bas. L'acheteur devait alors analyser le coût global, les salaires des ouvriers, les frais de transport maritime, les taxes à l'import, les délais. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une logique en TCO, en Total Cost of Ownership. On parle également de coût complet. Allez, un petit quiz. Selon vous, pourquoi réduire le nombre de fournisseurs peut-il aussi réduire les coûts de manière indirecte? Est-ce que c'est pour avoir moins de démarches administratives dans la création des fournisseurs ou dans leur gestion? Est-ce que c'est pour avoir de meilleurs tarifs négociés, notamment en groupant les volumes? Peut-être les deux. Qu'en pensez-vous? À la fin des années 80 maintenant, la mondialisation s'est encore accélérée et Internet est venu tout bouleverser dans les années 2000. Découvrons comment maintenant l'acheteur est devenu un manager. Nous sommes maintenant dans les années 2000, l'ère de l'Internet. C'est la nouvelle économie, où la digitalisation va profondément changer la manière de faire des achats. Ici, on parle de crise de liquidité et de matières premières, mais aussi de l'émergence de pays low cost. L'acheteur, que l'on appelle de plus en plus manager achat, doit rééquilibrer les relations entre acheteurs et fournisseurs. Pourquoi? Parce que la concurrence mondiale est féroce. On ne peut plus se concentrer, pardon, on ne peut plus se contenter de signer des contrats au prix le plus bas. Les notions de confiance, de partenariat et de qualité globale prennent alors une place cruciale. La digitalisation permet d'augmenter et d'automatiser une partie du processus. On parle de source to pay, où tout le parcours achat est dématérialisé, depuis le sourcing jusqu'au paiement du fournisseur. Cela accélère les échanges et rend la supply chain plus réactive. Par exemple, dans le secteur de l'électronique, les entreprises comparent les offres mondiales en quelques clics grâce à des plateformes en ligne. L'acheteur-manager devient un véritable chef d'orchestre, coordonnant les différents acteurs internes, la finance, le marketing, la production, et externes, les fournisseurs, les transporteurs, les logisticiens, etc. Maintenant vient une grande étape, l'émergence de la responsabilité sociétale et environnementale dans les entreprises. Nous voilà dans le futur, mais un futur proche, les années 2025 à 2040. L'enjeu majeur, c'est d'intégrer la dimension sociétale et environnementale dans le processus achat. L'acheteur durable, il vise à satisfaire la qualité totale du client final en tenant compte de l'empreinte écologique et sociale. Les entreprises cherchent à innover avec leurs fournisseurs pour réduire leur impact carbone, développer des produits éco-conçus et valoriser une chaîne d'approvisionnement plus responsable. Par ailleurs, l'acheteur se rapproche de la R&D pour co-développer des solutions, une forme d'intégration très poussée qui va bien au-delà du simple cahier des charges. Les achats entrent donc dans la stratégie globale d'entreprise, où la durabilité et la compétitivité sont indissociables. D'ailleurs, on le voit déjà chez certains constructeurs automobiles qui travaillent main dans la main avec leurs fournisseurs pour concevoir des véhicules électriques aux batteries plus propres, ou bien dans le textile avec des matières écologiques et recyclables. L'acheteur agit donc comme un catalyseur d'innovation durable. Faisons un petit exercice d'anticipation. Projetez-vous en 2040. D'après vous, quelles compétences pensez-vous devoir maîtriser
pour être un acheteur durable. Nous venons de parcourir l'évolution de l'acheteur, de la simple fonction d'approvisionneur à celle d'acheteur stratégique et durable. Et vous, où en êtes-vous dans votre évolution personnelle du métier d'acheteur?